Bien. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session que je vais avoir le plaisir de co-présenter avec Madame Sophie Cerisier, qui est la CMO de la société Expateo, société spécialisée dans la digitalisation des process de gestion de la mobilité internationale. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et puis donc moi-même, Philippe Miraud, qui suis le CEO du groupe Piron International, spécialisé dans la gestion et l'organisation de déménagements internationaux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes principaux qui vont concerner bien évidemment la mobilité. Alors je vais essayer, voilà, deux thèmes principaux, excusez-moi, voilà. Au sommaire donc, de ce webinaire, les impacts de la crise sur les coûts de la logistique, avec une étude rapide des problématiques de transport, des matières premières et effectivement d'un rapport, d'un décalage entre l'offre et la demande, les moyens actuellement disponibles pour pouvoir répondre à ces besoins en matière de mobilité. Puis Sophie reviendra vers nous sur comment l'outil développé par Expateo a la capacité de pouvoir venir aider et faciliter la gestion de vos mobilités internationales. Alors, dans un premier temps, je voudrais faire un petit rappel sur la situation. Et la première chose, c'est rappeler à tout le monde que 90% du commerce mondial se fait aujourd'hui par bateau, et en tant que déménageurs, nous n'y échappons pas, et que les flux commerciaux sont essentiellement entre l'Asie et l'Europe, et l'Asie vers les États-Unis, avec un décalage fort, hein, c'est de 1 pour 4, en faveur de l'Asie évidemment et des exportations. Et ceci, c'est important de le garder en tête, parce que ça a un impact sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, ce transport, comment s'organise-t-il? Eh bien, il s'organise évidemment en utilisant des conteneurs maritimes, et c'est un petit peu la clé du problème aujourd'hui, on va le voir. Le conteneur maritime, 20 pieds ou 40 pieds, vous n'êtes pas familier avec ça, mais voilà, c'est la norme aujourd'hui. Ce sont des boîtes métalliques qui font entre 6 ou 12 mètres de long et qui peuvent contenir entre 30 ou 60 mètres cubes d'effets. Ça a été inventé par nos amis américains en 1956, hein. Un certain monsieur McLean, transporteur de son état, qui trouvait que c'était un peu compliqué et long de charger en vrac et de décharger des bateaux, et qui a eu l'idée d'utiliser des conteneurs. Ça le permettait aussi de s'affranchir de la mainmise des dockers et a priori de la mafia qui était derrière. 180 millions d'unités donc de conteneurs qui sont en service. Ça ne veut pas dire 180 millions qui sont effectivement utilisés pour la navigation. Une bonne partie, on va dire environ la moitié, a trouvé des utilités diverses et variées, transformées en maison, en piscine, en lieu de stockage. Mais il y a environ voilà, 90 millions de conteneurs qui sont utilisés régulièrement pour transporter des effets. La durée de vie d'un conteneur, c'est environ 8 années. Pour transporter ces conteneurs, il nous faut des bateaux. Et là aussi, c'est un problème. Ces bateaux qui, en une vingtaine d'années, ont atteint des tailles absolument gigantesques. Un bateau comme celui que vous voyez sur cette présentation, qui est un bateau d'un armateur français, la CMA CGM, peut transporter jusqu'à 23 000, alors ce qu'on appelle des EVP, des équivalents 20 pieds, par bateau. 23 000 EVP, c'est à peu près en mètres cubes, puisqu'on raisonne en mètres cubes, les 2 tiers des réserves d'eau de Paris, transportés sur un seul et même bateau. C'est des bateaux aux tailles gigantesques, 400 mètres de long, 78 mètres de haut, 61 mètres de large, avec toutes les problématiques que ça peut aussi poser en matière de capacité de pouvoir accueillir ce genre de navire dans différents ports. Et puis enfin, pour faire marcher tout ça, bien, il y a les compagnies maritimes, les armateurs. Là aussi, leur nombre est réduit. C'est un petit peu comme l'OPEP, hein. Il y a une petite dizaine d'armateurs, dont 4-5 qui sont les plus importants, qui régulent à eux seuls la totalité des flux et du transport maritime. La première est danoise, c'est la Maersk.
Ensuite, il y a la MSC. Et puis, la troisième est une française, CMA-CGM, dont le siège est à Marseille. Elles sont réunies ensuite en deux alliances, en fait, en fonction des lignes de prédilection sur lesquelles elles travaillent. Et encore une fois, elles font un petit peu la pluie et le beau temps s'agissant du transport maritime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de un peu plus d'un an maintenant? Très rapidement et très schématiquement, nous avons tous été confrontés à un moment ou à un autre à un confinement. Alors, je le décris comme étant généralisé. Il a avancé au fur et à mesure et il s'est multiplié en intercalant des situations où les gens pouvaient de nouveau sortir. Mais ceci a conduit de toute manière à une baisse forte, voire même à un arrêt de la production mondiale. Donc, tous les opérateurs qui sont liés en particulier au transport se sont eux aussi mis au ralenti puisqu'ils n'avaient plus de transport à effectuer. Donc, les compagnies maritimes en particulier ont mis à l'arrêt des unités de transport, en général dans les fjords norvégiens, avec un équipage réduit en attendant des jours meilleurs. Et puis, ces jours meilleurs sont revenus, en tout cas assez rapidement, parce que le confinement a conduit, et vous l'avez tous vécu à un moment ou à un autre, à le boom des achats en ligne. Les Chinois qui sont entrés plus tôt que nous en confinement en sont sortis beaucoup plus rapidement aussi, après avoir adopté des mesures particulièrement drastiques. Et donc, ils ont été en mesure de répondre à la demande des Européens et des Américains en particulier qui se sont mis à acheter en ligne puisqu'ils n'avaient plus d'autres solutions pour faire leurs achats. Et donc, à partir de ce moment-là, les Chinois ont produit et ont commencé à inonder encore plus les Européens avec des produits qui ont été transportés par conteneur de la Chine, de l'Asie en règle générale, vers l'Europe et les États-Unis en particulier. Et de là commence en fait la désorganisation du transport maritime. Alors, pourquoi cette désorganisation et comment s'est-elle traduite? Eh bien, elle s'est traduite d'abord par le fait que, comme je vous l'expliquais en préambule, les flux entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis étaient déjà importants au départ. Sur 100 conteneurs qui partaient de l'Asie, 40 seulement revenaient chargés lorsque l'Europe et les États-Unis fonctionnaient avec des marchandises au niveau de l'Asie. Là, c'est tombé pratiquement à zéro. Plus de production aux États-Unis, plus de production en Europe, ou pratiquement plus. Par contre, forte consommation, donc stockage de centaines de milliers de conteneurs sur tous les ports. Et puis, en gardant en tête qu'en règle générale, c'est 900 000 conteneurs par mois qui partent de Chine à destination des États-Unis. Donc, vous voyez qu'on est très, très vite arrivé à un manque de matériel au niveau des Chinois. Ils n'avaient plus de conteneurs ils n'ont plus de conteneurs pour pouvoir expédier leurs marchandises, tandis que sur les ports européens et américains, c'est un surstockage de matériel. Alors, on le voit par exemple aussi avec ce système de tracking d'un port américain, celui sur la côte ouest, le port de Long Beach. C'est une photo prise en septembre 2021, où vous voyez tous ces petits points ronds là. Ce sont des navires qui sont en attente de déchargement. Ils sont pas à quai, ils sont à l'ancre dans le port et ils attendent d'être potentiellement déchargés. Et ils peuvent attendre plusieurs semaines avant d'être déchargés. Vous en voyez d'autres, les petites flèches, les petites pointes là, ce sont des navires qui eux tournent en attendant de pouvoir se mettre à l'ancre à un moment ou à un autre. Et on est dans une situation absolument catastrophique où il y a un engorgement total des ports. Donc Long Beach, mais Baltimore sur la côte est, c'est exactement la même chose. Et une situation où, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, puisque à partir du moment où vous avez eu l'effet Covid, beaucoup de gens ont quitté les métiers du transport, puisque plus rien ne fonctionnait. Donc il y a une pénurie de chauffeurs en particulier. J'entends ce matin d'ailleurs une annonce où nos amis anglais sont à la recherche de 100 000 chauffeurs pour pouvoir effectivement eux aussi venir à bout de cette situation d'engorgement qu'ils connaissent aussi sur les ports anglais. Et puis, il y a toutes les procédures Covid qui se sont mises en place et ces procédures ont
considérablement ralenti toutes les manœuvres pour pouvoir effectivement décharger rapidement et recharger des bateaux dans des temps qui sont des temps raisonnables. Tout ceci conduit en fait à un retard généralisé de tous les acheminements à travers le monde et ne contribue pas effectivement à améliorer la situation avec des conteneurs qui sont toujours positionnés là où ils ne devraient pas être positionnés et une pénurie sur d'autres pays. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres problèmes sur lesquels le Covid a eu moins d'effets, mais malgré tout, vous avez les mégaports chinois qui sont soumis de plus en plus régulièrement à des typhons. Alors, on parle du dérèglement climatique, mais c'est un des effets du dérèglement climatique. Le port de Shanghai, par exemple, gère environ 350 000 conteneurs par jour. Lorsqu'il y a des typhons à répétition qui arrivent, eh bien, c'est 350 000 conteneurs qui ne partent plus et des bateaux qui ne sont plus déchargés non plus. Donc, ceci contribue ensuite au ralentissement du trafic maritime. Et puis, vous avez les accidents. La photo de l'Ever Given qui s'est mise en travers du canal de Suez, qui, voilà, heureusement, ce sont des choses qui n'arrivent pas très souvent, mais qui est venue surajouter à une situation déjà compliquée, avec plus de 350 000 conteneurs bloqués ou retardés, puisque vous aviez des centaines de bateaux en amont et en aval qui ne pouvaient pas emprunter ce canal. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, ça donne sur ce graphique que vous voyez là, qui part de juin 2021 et qui s'arrête de juin 2020 et qui s'arrête à juillet 2021. Bien, vous avez l'augmentation des taux de fret par ligne maritime. Et vous constatez qu'on partait de tarifs qui étaient aux alentours de 2 500 $ pour un conteneur, qui était le prix le plus bas. Et puis, on arrive aujourd'hui et on dépasse même les 12, 13, 14, 15 000 $ pour un conteneur. Donc, des augmentations de plus de 700% entre des lignes comme l'Asie vers l'USA et l'Europe. Des conteneurs rares, donc très chers, plus de chargement en direct possible pour vos déménageurs, c'est-à-dire qu'auparavant, on positionnait un conteneur directement devant chez le client pour pouvoir le charger et le faire partir au port. Aujourd'hui, compte tenu des modifications régulières des schedules des navires et du routing des navires, parce qu'ils ont des temps d'attente qui sont augmentés, comme je vous l'ai fait voir par exemple, eh bien, on n'est plus capable de charger directement en conteneur, on doit ramener dans les dépôts et puis attendre de savoir quand un navire va se présenter pour à ce moment-là charger dans le conteneur. Car si on charge un conteneur avant, eh bien, un conteneur qui est en attente sur un port, c'est environ 100 € par jour de frais de détention. Donc, l'idée, c'est de limiter ces frais-là. Et puis, au niveau du fret, eh bien, il n'y a plus moyen de fonctionner par contrat. On est obligé de faire ce qu'on appelle des achats spot, c'est-à-dire que le prix du fret est fixé le jour où le conteneur est embarqué. Donc, vous pouvez avoir un devis qui vous donnait un fret à un certain montant et ce fret va être complètement différent au moment où il va falloir embarquer le conteneur. Et je suis désolé de vous dire que ce n'est pas une différence qui sera à la baisse, c'est une différence qui est pour l'instant à la hausse. Alors, ça donne quoi au niveau de la répartition des coûts? Là, je vous ai fait un petit diagramme avant Covid pour le transport maritime et après Covid, là aussi. Et on se rend compte que le transport maritime, qui est un des transports les moins chers, qui était un des transports les moins chers, représentait 25% du coût d'une mobilité internationale, avec les origines 42%. Dans les origines, vous avez la main-d'œuvre, l'équipe, vous avez aussi le matériel d'emballage, et puis vous aviez l'équipe à destination qui va décharger et remettre en place à destination. Eh bien, aujourd'hui, le coût du transport, et ça continue à monter, atteint 52% de cette répartition de coûts. Donc, ça a pratiquement doublé et évidemment, ça se ressent maintenant désormais directement dans les coûts des devis que vous recevez de la part de vos déménageurs transporteurs. Alors, nos conseils pratiques rapidement sur cette partie transport.
effectivement, on est de toute manière tributaire de ce qui se passera avec les compagnies maritimes. A priori, un accord serait en train d'être finalisé pour geler les prix. Ce n'est pas pour les faire descendre, c'est pour les geler, en particulier avec la société Hapag-Lloyd et la société CMA-CGM. Mais on vous conseille vraiment de confirmer au plus vite les devis de déménagement que vous pouvez encore avoir en attente. Plus vite vous les confirmez, plus vite on peut essayer de trouver, de travailler pour trouver un conteneur à un taux de fret qui soit le plus intéressant possible. C'est encore possible, mais il faut du temps, il faut des délais. Et puis, privilégiez aussi, lorsque vous avez des opérations qui sont des opérations combinées sur un seul et même pays, essayez de privilégier le groupage. On est en mesure de pouvoir enlever, garder et consolider dans un seul et même conteneur plusieurs déménagements de collaborateurs. Ça peut être aussi un moyen de réduire effectivement les coûts du transport. Alors, il y a encore un ou deux points sur lesquels je voudrais revenir, qui concernent en particulier la hausse des matières premières, qui là aussi ont eu un impact et ont un impact encore sur la tarification qui vous sont données par les déménageurs. Vous le voyez, beaucoup de choses ont augmenté, vous le voyez dans votre vie de tous les jours, des choses manquent même, mais le bois en particulier a pris plus de 50%, le bois brut, d'augmentation en quelques mois, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et les déménageurs utilisent beaucoup de produits dérivés du bois, des cartons pour réaliser tout l'emballage des effets qui leur sont confiés, des caisses de protection pour tout ce qui concerne les effets fragiles, des caisses pour les transports aériens ou les transports maritimes aussi. Et puis, on cale à la fin des conteneurs les effets qui sont à l'intérieur avec du bois. Et aujourd'hui, là aussi, cette augmentation est répercutée sur les tarifs. Cette augmentation, elle n'est pas liée directement au Covid, hein, elle est liée à une situation géopolitique un peu particulière où les Chinois ont décidé de préserver leurs forêts après les avoir un petit peu massacrées. Et donc, achètent maintenant du bois à l'étranger, ne pouvant acheter ni aux États-Unis ni au Canada. Ils se tournent vers l'Europe et la France en particulier, qui est un gros fournisseur en matière de bois. Et un coût de milliers de dollars achètent le bois et entretiennent une hausse régulière de cette matière première. Enfin, des moyens insuffisants face à la demande. On a connu tous des confinements importants avec un certain nombre de traumatismes. Aujourd'hui, les gens veulent bouger. Les gens veulent bouger, veulent potentiellement, avec la capacité de pouvoir télétravailler, sortir un peu des villes, avoir un petit peu de verre autour d'eux, en pensant que potentiellement une 4e, 5e, 6e vague, on n'espère pas, mais est toujours possible. Et ça a un effet sur les capacités et les moyens que les déménageurs ont pour pouvoir réaliser les opérations que vous souhaitez leur confier. Ce qui veut dire que tout est plus long, et à partir du moment où tout est plus long, vous allez avoir des problématiques accrues en ce qui concerne la libération de logements, par exemple, qui ne va pas pouvoir se faire à la vitesse à laquelle c'était souhaité. Donc, il y a peut-être des prises en charge qui vont devoir intervenir d'une manière ou d'une autre. Les hébergements transitoires aussi vont être là aussi à prendre en compte de manière plus importante, ou le recours à la location immobilière en attendant l'arrivée des effets qui sont potentiellement retardés. Tous les jours, on a des bateaux qui devaient partir et qui ne partent pas, ou qui devaient arriver et qui n'arrivent pas parce qu'il a fallu le détourner pour X ou Y raison, de manière à rentabiliser au niveau de la compagnie maritime le chargement des effets. Voilà, donc l'objectif, il est de pouvoir effectivement pour vous aussi identifier et suivre au fur et à mesure cette situation-là. Et c'est là où, dans ce domaine, le recours à des solutions digitales pour la gestion RH et la gestion de la mobilité internationale développée par des spécialistes comme Expateo prend tout son sens et devient effectivement un véritable atout. Donc, je vais passer la parole maintenant à Sophie pour cette partie-là. Merci. Donc, bonjour à tous et à tous, et je vais rebondir directement sur le propos de Philippe. En effet, le besoin de suivre une information
pour la gestion de sa mobilité internationale, voilà, est au cœur de la gestion des dossiers. Et ce besoin RH est souvent, enfin, pour répondre à ce besoin RH, est souvent demandé le recours à un outil, et notamment à un outil digital. Alors que on va parler de la digitalisation de la mobilité internationale pour pouvoir gérer et suivre ces informations, mais de quoi parle-t-on vraiment? La digitalisation va consister en la modification des processus à l'aide d'outils digitaux, et donc il s'agit d'une numérisation de ces procédés. Donc il faut savoir que la digitalisation, elle va être que pertinente si elle répond à un objectif qui va être clair, si elle permet un meilleur suivi des dossiers de mobilité et surtout de libérer du temps pour les utilisateurs au service d'actions à forte valeur ajoutée en direction des salariés mobiles. Donc, ce que la digitalisation de la mobilité internationale va permettre, comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure, elle va permettre de pouvoir apporter un meilleur suivi de chaque dossier de mobilité, avec une vue en temps réel des modifications, ce qui paraît très important au regard du contexte qui vous a été présenté. Elle permet bien sûr une meilleure expérience des équipes et un gain de temps sur les tâches. Elle va permettre un pilotage plus efficace de la gestion EMI, notamment des points de conformité, tant sur les points de conformité des politiques internes de mobilité internationale, mais également des contraintes réglementaires comme le droit du travail, les points de fiscalité, etc., l'immigration. Elle va permettre d'apporter un accompagnement amélioré des salariés en mobilité internationale et tout cela dans un environnement sécurisé et conforme au règlement RGPD. Alors, une fois qu'on a présenté cela, pour pouvoir suivre, on va parler plus spécifiquement du suivi d'informations. Alors, ce que la digitalisation en termes de mobilité internationale va pouvoir permettre, ça se rassemble autour de 3 grandes catégories. La première sera de pouvoir suivre la localisation de son salarié. Donc, on sait combien c'est important, on l'a vu pendant la première partie de la crise Covid, de savoir où étaient tous ces salariés en mobilité et sur quelle situation. Donc, la digitalisation, elle permet de le savoir de façon instantanée. Alors après, de façon plus ou moins précise et de façon plus ou moins géolocalisée. Donc, il y a différentes techniques qui permettent ça. Alors, plus c'est géolocalisé, plus des contraintes particulières sont à regarder parce que elles sont très surveillées. Le deuxième point sera de connaître le nombre de jours passés et travaillés dans les différents pays d'accueil. Ça, vous l'imaginez bien, c'est pour mesurer tous les impacts, notamment fiscaux, qui peuvent apparaître. Et le troisième point, et là on va sur le point qu'évoquait Philippe, c'est de pouvoir suivre toutes les informations des dossiers de mobilité, de leurs modifications, des retards pris, de qui intervient sur les différentes tâches, notamment les interventions des prestataires, où est-ce qu'ils en sont sur les missions qui leur sont confiées, la gestion documentaire, et d'avoir un système d'alerte sur l'ensemble de ces points pour pouvoir gérer l'ensemble. Donc, on a parlé de suivi de l'information, mais ce peut être efficace que dans le cadre d'une information qui serait fiabilisée. En effet, il est essentiel d'avoir accès à la bonne information pour pouvoir la gérer correctement. Du coup, 2 propositions pratiques qui permettent de répondre à cette fiabilisation de l'information. C'est de permettre un accès dans cet environnement digital à ceux qui ont l'information, c'est-à-dire que les détenteurs de l'information vont pouvoir avoir un accès directement dans une plateforme et ils pourront renseigner et vérifier cette information. Et autrement, aussi d'aller chercher l'information là où elle se trouve par le biais de l'interfaçage. Donc maintenant, je vais vous faire très rapidement une présentation d'un outil digital pour voir comment ça peut fonctionner concrètement. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Hop.
Alors, est-ce que c'est bon? J'imagine que vous voyez bien mon écran. Alors, pour vous présenter très rapidement, voici l'interface Expateo. Là, nous arrivons sur la partie dashboard. Alors, tout ce que je vous montre, c'est une version qui est spécifique pour les besoins de la démo. Donc, il faut savoir que tous ces champs que vous allez voir et les différentes checklists, la gestion de l'ensemble de l'information est paramétrée aux besoins de chaque entreprise. Donc là, vous arrivez sur le dashboard et nous arrivons sur une carte qui permet de localiser où se trouvent les salariés en mobilité. Vous retrouvez ici le process de l'entreprise sur lequel va être positionné les différentes mobilités et leur état, c'est-à-dire sur quelle tâche. Et au fur et à mesure que les tâches vont être réalisées, les mobilités vont avancer sur ce process. Et donc, comme on gère l'ensemble de la donnée au sein de cette interface, on va pouvoir gérer aussi tous les KPI qui vont pouvoir être extraits de la solution. Donc, vous l'avez compris, cette solution, son objectif principal, c'est de rassembler toute l'information pertinente et de permettre, avec une gestion de droit assez fine, de permettre à l'ensemble des parties prenantes d'avoir accès à ce qui les concerne et de pouvoir réaliser les différentes tâches sur lesquelles ils sont affectés et pour le RH de pouvoir suivre l'ensemble de ses mobilités internationales de façon sécurisée en ayant une vue de l'état d'avancement de sa mobilité au fur et à mesure du process. Alors très très rapidement, je vais juste vous montrer comment ça se passe quand voilà, on a un salarié qui est en mobilité. Donc pour ajouter une mobilité, ça se fait, c'est initialisé comme ça. Je vais pas le faire parce qu'on a un petit peu de retard. Mais voilà, c'est juste des champs très simples à remplir. Et ensuite, ça va générer de façon automatique une checklist telle que celle, je vais enlever ça, telle que celle que vous voyez ici. Donc, le RH est directement, celui qui va créer la mobilité, va être directement affecté à sa mobilité. Et ensuite, il va pouvoir donc checker ou pas ses tâches en fonction de sa réalisation et affecter des personnes. Alors, soit c'est fait de façon automatique, soit ça peut être fait à la mano pour être, je sais pas, plus dans le détail d'une mobilité type. Il va pouvoir affecter des gens directement. Alors, comment se passe une tâche? Et c'est là où toute l'information va pouvoir être fiabilisée et centralisée. C'est-à-dire que là, bon, c'est une tâche qui est automatisée. Donc, on va pouvoir savoir à quelle date doit être réalisée cette tâche, s'envoyer des rappels par email ou pas, prévenir un collaborateur et surtout affecter les gens compétents sur cette tâche. Bon, je rappelle que ça peut être fait tout cela de façon automatique si c'est paramétré en amont. Donc là, on va pouvoir intégrer soit un prestataire pour réaliser cette tâche, ou un collègue de la paix, voilà, ou toutes les personnes qui sont connectées directement à l'interface. Donc là, vous le voyez, c'est une tâche qui est une tâche automatique, c'est-à-dire qu'elle permet d'envoyer directement un email automatique aux salariés sans avoir besoin de le rédiger. Donc voilà le principe des tâches. Donc à l'intérieur de ces tâches-là, on va pouvoir apporter de l'information. On va pouvoir donc affecter les gens, je vous l'ai montré tout à l'heure, automatiser ces tâches, c'est-à-dire générer un email automatique, éditer un document de façon automatique, type CERFA, on va pouvoir lier des documents, on va pouvoir collecter de la donnée qui va directement après s'incrémenter dans la solution et se ranger aux bons endroits. Et on va pouvoir laisser des commentaires et garder un historique de toutes les interactions qui ont eu lieu pour la réalisation de cette tâche. Ce qui va permettre vraiment cet aspect de fiabilisation de l'information dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, à chaque fois qu'on va checker des tâches, on va avoir la mobilité qui avance sur le process.
jusqu'à arriver au bout de la checklist. Donc, on va rassembler ici l'ensemble, sur le dossier salarié, l'ensemble des informations le concernant, notamment la partie documentaire, que voilà, certains d'entre vous connaissent déjà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici retrouver de façon rassemblée et de façon voilà, très simple l'ensemble des documents du salarié et ses différents statuts de documents. Hop. Et pour les charger, c'est très simple également. J'ai un petit problème de connexion réseau. On va pouvoir charger directement les documents sur ce et qui va aller le chercher et le charger dans l'outil. Donc voilà comment se présente la solution Expateo. Donc son objectif, il est vraiment de centraliser l'ensemble de l'information et de rassembler l'ensemble des acteurs pour pouvoir, au niveau RH, suivre l'avancée du dossier de mobilité. Donc, voilà pour moi. Je vais revenir à la présentation. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, que ce soit voilà, pour Philippe ou pour moi? A priori, je vois peu ou pas de questions. Du coup, s'il n'y a pas de questions, voilà, comme on est dans les temps, on finit juste. Ce que nous vous proposons, Philippe, je te laisserai conclure. Alors, j'en ai une là. Avez-vous une version pour que nous puissions essayer? Alors, oui, on peut organiser des ateliers de prise en main. Donc, voilà, on ne fournit pas directement, on ne vous envoie pas un lien de démo, mais on organise des ateliers de prise en main pour que vous puissiez voilà, tester la solution. Si vous voulez, Christine, enfin voilà, vous avez mon contact et puis je peux vous organiser ça avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nos contacts sont sur la présentation. Vous recevrez là un mail avec l'envoi de ce support de présentation. Et puis, on sera, voilà, avec grand plaisir, on pourra répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous en avez pu tirer les informations dont vous aurez besoin pour vos métiers et la gestion de vos collaborateurs. Merci encore une fois et une excellente journée à toutes et à tous.